Juste introduire l'atelier qui est coordonné par Hélène et moi, et avec Christophe à intervenir également. Donc j'ai deux, trois diapos, pas plus, comme surtout, ça va être juste un petit rappel. À quoi servent les pelotes de réjection des frais ou autres rapaces pour la connaissance des petits mammifères? Fondamentalement, ça peut servir déjà à inventorier les espèces dans un secteur donné, ça on l'a vu. C'est pour des diagnostics locaux, tout simplement. Ça, il n'y a pas de souci, sauf erreur de détermination, mais normalement, ça ne devrait pas exister. Quoique, avec les espèces critiques, ce n'est pas impossible quand même. Mais bon, autant que faire se peut le moins possible. Et établir des cartes de répartition d'espèces, notamment dans le cadre des atlas. Là, j'ai pris l'exemple du Campagnol des champs pour l'atlas en préparation, la 3e édition de l'atlas des mammifères sauvages de Normandie. Donc, l'enquête porte sur la période 2011-2020. Et pour cette espèce-là, les pelotes de rapaces, mais surtout de chouettes et frais, ont porté 96,7% des données, alors que les cadavres, c'est 2% seulement. Ça montre bien l'importance que revêt cet outil, puisque c'est un outil, pour le travail sur les micro-mammifères, notamment sur les cartes de répartition. Alors, pour continuer dans cette veine, j'ai regardé pour les olipotifs les plus communs dans les pelotes et pour les rongeurs communs aussi dans les pelotes, par rapport dans les 3 atlas pour lesquels ces données existent, parce qu'il y a d'autres atlas, mais il n'est pas précisé quel pourcentage de données ont été apportées par les pelotes pour établir les cartes de répartition. Donc il y avait simplement l'Auvergne, la Bretagne et la Normandie. La Normandie 2025, on espère. Donc vous avez les données, hein, ça montre bien que d'une espèce à l'autre, ces pourcentages varient, mais ils sont toujours importants, sauf alors en Auvergne, où les données étaient moins nombreuses. Quand l'Auvergne, c'était en 2015, les données étaient moins nombreuses, et le Campagnol Roussat, par exemple, c'est que 44% des données, alors qu'en Bretagne et en Normandie, c'est à peu près équivalent, autour de 80% et plus. Donc le Campagnol des champs, c'est pareil, on est sur des pourcentages importants, je l'ai déjà évoqué pour la Normandie, mais on voit qu'en Bretagne c'est pareil. Et donc le Campagnol agreste, c'est pareil, il y a une différence avec l'Auvergne. En Bretagne c'était 95%, en Normandie... Pour le Campagnol agreste, il y a d'autres sources de données, justement les crottoirs en bord de rivières, et enfin en bord de petits cours d'eau. Il y a d'autres sources, et puis des cadavres aussi un peu plus nombreux. Et puis j'ai encerclé, parce que là, les campagnols souterrains, parce que là, vraiment, c'est une espèce pour laquelle les frais apportent vraiment quasiment toutes les données. À quelque chose près. Pour nous, en Normandie, c'est 99%. Donc, s'il n'y avait pas les plots, on aurait des cartes de répartition avec 3 points. Quoi. Pour les mulots, c'est moins évident parce que c'est une espèce qui est observée différemment et pour lesquelles on peut... Il y a parfois aussi des captures, les chats en capturent pas mal, donc il y a des données qui viennent de la prédation, etc. Voilà, c'était juste pour resituer l'importance que revêtent les pelotes pour les cartes de répartition d'espèces. On peut suivre avec les pelotes aussi, mais donc dans le cadre des distributions, dans le temps, l'évolution des distributions. J'ai pris le cas du mulot à collier en Normandie, où c'est une espèce pour laquelle je pose quand même pas mal de questions, parce que dans la première édition de notre atlas, donc en 88, donc c'est des données de la période 1972-1988, on avait deux mailles dans un petit secteur à l'interface entre trois départements, le Calvados, l'Eure et l'Orne, donc dans le Pays d'Auge Sud.
Lors de la deuxième édition de l'Atlas, donc en 2004, mais avec l'enquête 1991-2000, déjà une répartition qui paraissait en deux zones, mais on avait déjà l'impression que l'aire s'était étendue. Et là, maintenant, donc pour la période 2011-2020, on a une progression complète de cette espèce et aussi une apparition en Normandie orientale, qui pourrait très bien être une extension de la population générale, alors que précédemment, on était sur des populations isolées de la population générale du Mulacolli. Donc voilà, c'est pour dire que l'outil pelote de réjection peut aider, ça peut servir aussi pour suivre des régressions d'aires de répartition, mais là, j'ai pas d'exemple parce que même pour la leucodon, c'est pas évident, c'est moins évident que de mettre en évidence des progressions comme dans le cas du Mulacollier en ce qui nous concerne. Et puis, donc j'ai repris, alors la question de l'atelier, c'était quand même, peut-on aller au-delà de simplement ces cartes de répartition ou ces diagnostics locaux qualitatifs, peut-on exploiter plus avant les données donc, issues de ces bilans, passer du qualitatif au quantitatif. Alors j'ai repris l'exemple et quelques données qui viennent d'être présentées de Marine Le Breton et Franck, présentées par Jocelyn, donc mais qui portait donc sur une analyse statistique. Tu me reprends si je dis des bêtises. Analyse purement statistique des données. Donc, en termes d'évolution temporelle des abondances relatives, et j'ai repris quelques espèces qui sont pour moi les espèces les plus communes dans les plots. Alors, ce que j'ai retenu, moi, c'était qu'il y avait un simple constat d'évolution, mais pas de conclusion sur l'évolution des populations, et donc ça a déjà été discuté. Et là, je passe la parole à Christophe, qui est déjà intervenu, mais qui va parler de la situation en Normandie, où on a fait à peu près la même chose, mais un peu différemment. Oui, ben, en Normandie, du coup, on a juste comparé en fait les données d'abondance de relative sur 2 périodes en faisant des comparaisons de moyenne toutes bêtes. Et on observe, on va le voir sur les cartes suivantes, une diminution assez nette dans certains secteurs géographiques de la musaraigne couronnée et du campagnol souterrain, et à contrario une augmentation qui pour moi n'a pas de sens du campagnol agreste et du campagnol des champs, et on se pose des questions sur la procédure musette. Et par contre, oui, on tire des conclusions pour 2 taxons qui sont en nette diminution. Donc là, on a le cas à gauche donc, du campagnol souterrain. Donc ça, c'était un poster qu'on avait présenté il y a 2 ans, donc c'est un peu du réchauffé. Donc d'évolution de la proportion dans les lots entre la période 90-2001 et la période 2011-2020. Donc on s'aperçoit, concernant le campagnol souterrain, qu'il y a une nette diminution dans le sud-ouest de la région, en gros du Cotentin jusqu'au Perche, entre les 2 périodes, mais sachant que de notre point de vue, il faut interpréter ces résultats qu'au regard de l'abondance relative dans les lots de pelote. Donc en gros, le campagnol souterrain était déjà très peu fréquent dans toute la Normandie orientale, et beaucoup plus abondant. En tout cas, l'abondance relative était nettement plus élevée dans la Normandie occidentale sur la période 90-2001. Malheureusement, le jeu de données n'était pas assez important pour pouvoir comparer les abondances relatives qui apparaissent en bas, là, qui sont calculées par interpolation. Et on aurait bien vu, en fait, si on avait pu le faire, mais le jeu de données n'est pas assez important et la répartition des lots pas assez homogène, là, je l'ai mis tout en bas à gauche, là, pour illustrer un petit peu le manque de données sur la période de 90-2001. En fait, en gros, on aurait eu du vert et du jaune jusque dans le Perche, quoi. Enfin, jusque dans l'extrême sud-est de la région.
Donc là, une diminution et par contre, les évolutions constatées par petites régions agricoles dans le nord de la région, pour nous, n'ont pas de sens, parce qu'en fait, la fréquence, enfin l'abondance relative dans les lots est très très faible. En gros, le campagnol souterrain, c'est 1 ou 2%. Donc ça n'a pas vraiment de sens d'avoir des augmentations, des diminutions globales. À droite, concernant la musaraigne couronnée, là, la régulation est plus généralisée. Et notamment dans les zones où l'espèce était déjà historiquement très présente. Enfin, l'abondance relative était déjà importante dans la première période. Et là, on a une diminution qui est parfois vraiment très élevée, notamment dans le sud-est et dans l'ouest, dans les zones de bocage qui ont été complètement dégradées. Pour l'illustrer, d'ailleurs, on peut comparer ça. Donc là, on a toujours le campagnol souterrain en haut à gauche, et la musaraigne couronnée en bas à gauche. Et on voit l'évolution des pourcentages de surface de prairies et de fourrage dans la surface agricole utile communale. Donc en fait, un peu comme partout en France, les surfaces en herbe diminuent drastiquement. Nous, l'élevage est en train de disparaître. Et donc en fait, là, on a une régression de 2 taxons qui semblent très liés à la dégradation et à la raréfaction de leurs habitats. Par contre, effectivement, l'oiseau va se reporter, la chouette va se reporter sur d'autres proies qui sont peut-être pour le coup soit plus abondantes, soit pas forcément plus abondantes parce que l'intensification agricole fait que il n'y en a pas forcément plus, mais en tout cas, l'oiseau est obligé de se reporter sur ce qui reste. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs qui peuvent expliquer le déclin qui, pour nous, est avéré de ces 2 espèces. En tout cas, c'est vrai pour le campagnol souterrain dans la partie sud-ouest. Peut-être aussi l'évolution climatique, peut-être l'effet de la compétition interspécifique. En tout cas, on a considéré comme valables les évolutions constatées sur la base des analyses de plot pour utiliser ces arguments dans le cadre de la réalisation de la liste rouge régionale. Donc on a estimé qu'il y avait une diminution proche de 30%, c'est un des critères liste rouge, pour ces 2 taxons à l'échelle régionale. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une autre diapo ? Oui, mais non, je sais plus. Non, enfin en fait, si on poule les données à l'échelle départementale, ça donne comment dirais-je, une diminution un peu plus nette. Donc on s'est appuyé sur ces résultats pour dire que voilà, ces 2 espèces diminuées. Donc elles ont été classées dans la catégorie quasi menacée de la liste rouge. Bien que ça a été longuement débattu avec l'UICN, parce que se pose un problème de période. Normalement, la diminution d'une espèce doit être évaluée, surtout pour des espèces à faible longévité comme celle-là, sur une période de 10 ans. Et en l'occurrence, là, on compare des périodes assez éloignées dans le temps, donc 90, 2001, 2011, 2020. Donc sur le fond, il y a eu une critique qui était tout à fait louable par rapport à la méthodologie, mais on estimait que sur la période d'analyse de la liste rouge qui était 2010-2021, c'est ça ? Non, 2010-2020, il y avait aussi une dégradation continue des habitats, une régression importante. Donc cette diminution perdurait. Donc ça a fini par être validé. Et de toute façon, ces espèces-là ont été classées, donc ces 2 espèces-là dans la catégorie NT, qui est menacée, mais à l'avenir, elles ne le seront plus, puisqu'il y a des chances qu'elles subsistent, et donc on n'aura pas forcément de forte diminution, à moins qu'elles disparaissent complètement, ce qui est quand même peu probable. Du coup, je pense que dans la prochaine liste rouge, elles seront non menacées, évidemment, bien que les populations aient fortement agressé par le passé. Ça c'est peut-être pour d'autres considérations, mais c'est pour l'aspect méthodo historique. Et par contre, pour des espèces qui présentent une abondance relative importante dans le régime de l'oiseau, là on constate des évolutions assez variables. Donc on a une augmentation par département, par exemple pour le campagnol agresse, mais en fait c'est quand même une espèce dont l'abondance relative dans les lots est quand même parfois faible, en tout cas dans certains territoires. Donc l'augmentation pour nous ne traduit pas forcément une augmentation des populations. C'est le cas aussi pour le campagnol des champs, bien que nous, il y ait une réelle progression avec l'effet péninsule dans la Manche comme en Bretagne, où l'espèce était auparavant peu fréquente. Et comme le campagnol souterrain diminue et le campagnol agreste aussi, on a une progression géographique du campagnol des champs.
et donc une progression effectivement de l'abondance dans les lots. Mais c'est valable surtout pour le département de la Manche qui est uniquement présent à l'ouest. Dans les années 70, Marie-Charlotte Saint-Giron considérait que le campagnol des champs était quasi absent du département de la Manche. On n'est plus du tout dans cette configuration maintenant. C'est l'effet culture du maïs pour l'élevage, surtout. Et donc rapidement pour conclure, on pense que l'interprétation de ces résultats doit se faire à la lumière en fait de celle de l'évolution des habitats et de l'abondance relative de l'espèce à grande échelle. Là on voit dans les cartes d'interpolation en fait que l'abondance relative de l'espèce dans le régime de l'Effray varie considérablement en fonction des secteurs géographiques. Donc on ne peut pas tirer des conclusions vraiment générales sur la région. En fait, il faudrait vraiment adapter en fait les analyses à certains territoires pour que c'est un peu de sens, je pense. Et ce qui est donc très intéressant à notre avis, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de poursuivre cet inventaire avec une pression d'observation suffisamment importante et suffisamment bien répartie géographiquement. Et là, on a la chance en Normandie d'avoir un réseau d'observateurs qui n'arrivent pas à vivre s'ils ne font pas de pelote. Bien que là, le troisième atlas soit terminé depuis 2020, on continue à analyser beaucoup de lots qui proviennent de toute la région, et je pense que d'ici 5 ans, on sera en mesure d'avoir encore des comparaisons un peu plus pertinentes que celles qui ont été faites ici. Et il serait bon effectivement de tester, comme le disait Christian, voir si on intègre tous les lots. À ce moment-là, on va augmenter considérablement le nombre d'échantillons, parce qu'on a énormément de lots, on a beaucoup plus qui font moins de 100 proies. Et je pense qu'on sera en mesure d'avoir des résultats plus robustes. Et peut-être en faisant des analyses, effectivement, comme celle qui a été faite en Bretagne avec des modèles linéaires mixtes. J'étais un peu long, pardon. Pour juste, par rapport à pour la musaraigne couronnée, en plus de la diminution des surfaces toujours en herbe, on pourrait ajouter, on n'a pas montré le graphique, mais la diminution régulière des linéaires de haies dans les zones bocagères. Pour la musaraigne couronnée, ça a une importance considérable. Alors, pour ne pas trop empiéter sur la partie technique gérée par Hélène, qu'elle va attaquer bientôt, je voulais savoir s'il y avait des questions par rapport à, ou des remarques par rapport aux conclusions que l'on peut tirer de ce travail, quelles sont les limites, etc., des expériences dans d'autres régions éventuellement, en quelques minutes, si on veut. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, ou des choses qui ont été faites dans d'autres régions de façon comparable aussi, et avec des conclusions que vous pouvez tirer ou ne pas tirer, d'ailleurs. Oui, moi j'ai juste une question par rapport aux listes rouges. Est-ce que vous avez comparé ça avec notamment vos aires d'occurrence des espèces pour voir s'il y avait une... Il n'y a pas d'évolution des aires d'occurrence, si ce n'est pour une espèce assez rare, qui régresse, la musaraigne bicolore, enfin le Crocydure locode. Là, pour le coup, on constatait une réduction progressive de l'herbe, mais bon, pas suffisante pour que ce soit un critère retenu dans le cadre de la liste. Il faudrait vraiment que les espèces régressent fortement, au point de disparaissent de vastes zones, en fait. Et je pense que les habitats vont quand même rester suffisamment accueillants pour que les espèces, enfin qu'il y ait toujours des îlots, que les espèces soient toujours présentes. Dernière question sur cette partie. Ouais, c'est que si je ne dis pas de bêtises, l'Effray peut également se prédater de manière occasionnelle des amphibiens ainsi que de petits passereaux. Est-ce que dans ce cas, s'il y avait un manque de proie, c'est-à-dire de rongeurs ou de musaraignes, ce ne serait pas également trahi par une augmentation du nombre de proies qui sont d'habitude plus rares, tout simplement?
On n'a pas constaté de choses comme ça. C'est toujours, il y a toujours un petit pourcentage, mais c'est 0, quelque chose. Sauf des zones particulières, des zones humides, en zone de marais, où on peut avoir beaucoup d'amphibiens à certaines périodes, notamment ce qu'on appelle la grenouille verte. Parce qu'elles sont repérées en période de reproduction, notamment. Non, sur les oiseaux, c'est toujours anecdotique. Non. Il y aura un. En France. En France, oui. Et moi, je n'ai de référence que en plus. Au Bretagne. Oui, alors après la discussion sur, mais ça fait le lien de toute manière sur, c'est le but de l'atelier. L'idée c'était un petit peu de partager les pratiques sur qui fait quoi et comment, sur vraiment les aspects pratiques, donc la collecte, l'identification, le stockage. Donc j'ai fait plusieurs diapos comme ça avec que des questions. Et d'abord je voulais essayer de savoir à peu près qui parmi vous, si vous voulez bien lever la main, les personnes qui font occasionnellement ou très régulièrement des pelotes de réjection. Donc c'est quand même, je pense, un peu plus de la moitié. Donc c'est encore une technique qui est largement pratiquée et de toute manière qui est bien. Et donc voilà, on a plein de questions parce qu'en fait l'idée, je reviens un petit peu au guide pratique qui a été édité avec la collaboration de plein d'entre vous. La fiche pelote, elle est largement complétable avec un petit peu des recommandations pour les personnes qui débuteraient sur combien on prend de pelote, comment on identifie, qu'est-ce qu'on stocke, où et comment. Donc l'idée c'était un petit peu d'améliorer cette fiche pelote avec des recommandations, éventuellement de changer les fiches qu'il y a en annexe, les fiches de saisie des résultats, dans l'idée de pouvoir homogénéiser un petit peu les résultats et pouvoir sortir derrière des analyses un peu plus fiables. Donc voilà, les questions entre autres, et j'en ai certainement oublié, donc si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Combien de pelotes vous collectez quand vous êtes sur un site et qu'il y en a plein? Est-ce que vous prenez tout? Est-ce que vous en prenez qu'une partie? Est-ce que vous prenez que celles qui sont entières et formées? Est-ce que vous prenez systématiquement un petit peu aussi du vrac quand vous avez, ça arrive sur des sites d'avoir un mètre d'ossement de pelotes dégradées? Est-ce que vous travaillez avec des courbes d'accumulation pour savoir quand est-ce que vous arrêtez? Est-ce que vous calculez des probabilités d'occurrence? Qu'est-ce que vous faites de ce vrac? Enfin, c'est vrai que je dis vrac, mais c'est le fond de sac, enfin les restes épars. Comment vous qualifiez une vieille pelote d'une pelote récente? Quelle date vous mettez? Vous mettez la date de récolte, mais voilà, comment vous faites? Et après, quelles informations vous relevez au moment de la collecte? Donc là, j'en ai listé celles qu'on a mis dans le guide. Le nom des personnes qui collectent, avec leurs contacts. Quand c'est pas des personnes du réseau, c'est bien utile. La commune, département, lieu-dit, les coordonnées GPS précises, l'altitude, le nombre de pelotes récoltées, s'il y a du vrac ou pas, le nom de l'espèce de rapace concernée, l'information sur le site de collecte et autres. Voilà, c'est une discussion ouverte, donc qui veut se lancer Vous pouvez pas témoigner anonymement, ça ne peut pas marcher. Moi j'ai arrêté de pelote depuis maintenant. Dans le cadre de ce qu'on vient de vous présenter, nous, si on veut faire des comparaisons par période, il est important de récolter des pelotes qui ont été produites dans la période. Donc l'idée, c'est de travailler sur des pelotes récentes. Donc pas collecter tout le tas si jamais il y a des pelotes dans le fond qui ont 25 ans, c'est pas intéressant du coup. Donc travailler surtout sur récolter des lots importants de pelotes récentes. Alors pourquoi important? Parce que je pense malgré tout, si on faisait les calculs stats, plus la taille du lot est élevée, plus on va avoir des abondances relatives représentatives, et on va gommer tout ce qui est variation saisonnière de régime alimentaire, puisque la disponibilité en proie varie au cours de la saison. Par exemple, les mulots sont beaucoup plus abondants en fin d'été, en automne par exemple.
Et on va aussi favoriser, en faisant des lots importants, la découverte d'espèces rares. Alors, pour le coup, qui ne vont peut-être pas entrer dans les analyses globales, mais bon, il y a des espèces qu'on arrive à contacter que comme ça. Enfin, chez nous, par exemple, la musaraigne de Miller, enfin, la coursope de Miller, on la trouve que comme ça. Bon, et plus la taille des lots est élevée, plus on a des chances de la contacter. Et les glyridés, par exemple. Donc plutôt travailler sur des pelotes récentes. Après, tout dépend des objectifs, en fait. Hein. On peut aussi, dans certaines régions, on a très peu de données, tout prendre, tout analyser, et puis tout dépend comment on veut utiliser les résultats derrière. Mais nous, on essaye de... Enfin, on a pour consigne, en tout cas, là, de ramasser surtout des pelotes récentes. Alors évidemment, au niveau des infos, plus on a de précision, commune, lieu-dit, évidemment, département, coordonnées GPS, pas forcément quand on a lieu-dit, mais pourquoi pas. Et effectivement, surtout bien préciser s'il s'agit de pelotes récentes qui ont été récoltées, parce que le souci, c'est que si elles ne sont pas analysées tout de suite, elles vont vieillir dans le sac, les mythes vont les bouffer, donc à la fin, ça va faire du vrac. Et donc il faut bien le préciser au moment de la récolte. Et puis l'espèce, évidemment. On travaille que sur les frais, parce que les autres sont un peu plus sélectives, enfin dans notre région. Et du coup, en nombre de pelotes, vous conseillez à vos bénévoles, par exemple, s'il y a, j'en sais rien moi, 500 pelotes disponibles sur un site, ils doivent ramasser les 500, ou vous dites une centaine, ça vous va pour avoir votre minimum de 100 proies? Minimum 100 proies, donc minimum 30 pelotes. Ouais. Ok. Mais bon, après, c'est à la discrétion Ouais. du collecteur, et puis de la motivation de la personne qui va analyser aussi. Non, il vaut mieux tout ramasser. Parce que quand vous revenez l'année après, ou 10 ans après, vous savez, quand les pelotes ont été produites, hein, il faut nettoyer. Hein, c'est un peu comme on fait avec les chauves-souris, on nettoie le guano pour avoir du guano frais. Oui, on peut tout ramasser, mais pas forcément tout analyser. D'accord. Tout à fait. C'est vrai. Pour ramasser tes pelotes fraîches si tu veux travailler sur une période, par contre tu vires tout le reste. Tu nettoies ton site, et si tu repasses effectivement sur le site, tu nettoies, mais tu ramasses pas forcément tout. Parce qu'après tu pourras pas faire la différence dans ton vrac entre les pelotes anciennes et récentes. De ce que j'en comprends, de toute manière, c'est en tout cas s'il y a des pelotes anciennes ou du vrac, c'est pas les mettre dans le même sachet que les pelotes récentes. Donc ça peut être les en ramasser aussi. Pour compléter, s'il n'y a que 3 pelotes entières, par exemple, on ramasse tout ce qu'on peut en vrac, mais on ne met pas dans le même sachet. Pour si jamais ça attend une année dans les sacs avant d'être identifié. Ok. Alors, juste aussi pour rebondir là-dessus, alors moi en fait je traite les données après, hein, je regarde un peu la variabilité morphologique pas mal des campagnols, et puis plein d'autres aspects, et c'est vrai que l'idéal c'est clair que c'est des pelotes récentes, et c'est de ne pas les mélanger même sur un site, c'est-à-dire d'être pelote par pelote, une pelote par petit sachet. Il vaut mieux, pour nous en tout cas, désolé, on a fait un suivi il n'y a pas longtemps en géochimie isotopique avec du phosphate dentaire en fait. Et à l'intérieur parfois d'une même pelote, on a des estimations de température qui sont différentes en fait, tout simplement parce que les individus n'ont pas le même, comme les campagnols ont des dents à croissance continue, qui a un renouvellement à peu près tous les 3 mois, du coup on décale, voilà, on n'a pas de moyenne annuelle de température, c'est extrêmement compliqué. Et donc du coup, on préfère avoir tous les individus à la limite d'une même pelote dans un petit sac, plutôt que toutes les pelotes d'un même endroit dans un grand sac. Voilà. Donc c'est vraiment, l'idéal c'est une pelote par petit sac. Mais est-ce que du coup c'est au moment de la récolte ou c'est au moment de l'analyse? Alors, si la pelote peut rester entière, ça va, mais si après, et ça se dépiote quand même assez vite, une pelote, donc l'idéal c'est vraiment chaque pelote dans un petit sachet, et là pour nous c'est pas correct. Avec l'objectif derrière, c'est lequel? Alors, c'est ça. Disons que, en fait, ce qu'on essaye d'avoir, bon, moi je travaille à la fois sur de l'actuel, mais je travaille aussi sur l'évolution et la relation au climat, en fait. Et le problème que l'on a en ce moment, c'est que quand on fait de la géochimie isotopique, donc on travaille sur le phosphate dentaire, on a constaté qu'à l'intérieur même d'une pelote,
on avait jusqu'à 4-5 degrés d'écart entre les espèces. Donc si tout est mélangé, eh oui, eh ben ouais. Donc tout simplement parce que en fait, avec les croissances dentaires, on n'a pas les mêmes estimations. Et donc si on perd l'information pelote, on n'y arrive pas, quoi. Et donc là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on ramasse pelote par pelote. Sur un travail qu'on fait avec des gens, des ornithos de Strasbourg. On est pratiquement, alors pas tous les jours, mais ils nous en ramassent souvent. On traite chaque pelote, chaque individu de chaque pelote, et on regarde les problèmes que l'on peut avoir dans les reconstitutions et le lien avec la température saisonnière, moyenne annuelle, etc. Donc, ça correspond pas à ce qu'on fait. ouais. Oui, mais ouais, c'est bien, mais nous, si après on veut utiliser aussi ces données, oui, le matériel biologique. Non, mais on ne les conserve pas. Oui, voilà. Mais en Normandie, je sais pas. Non, mais si à l'occasion, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on travaille aussi sur l'étude en fait de la répartition de la variabilité morphologique et du lien éventuellement entre la variation morphologique des populations, la géographie, etc. Et si on perd cette information-là, nous, la présence-absence, c'est une information, mais ça ne nous suffit pas. Voilà. Non, ce n'est pas les mêmes objectifs. On n'est pas sur un objectif... voilà. Mais du coup, sinon, en fait, on a du mal à avoir des données. Il faudrait faire passer l'information sur ce que vous attendez venant des régions éventuellement pour voir ce que l'on peut faire par rapport à ça. D'autres questions, mais ça n'empêche pas si vous avez des informations sur tout ce dont on parle. C'est sur l'identification. Quelle clé d'identification vous utilisez? Est-ce que vous prenez en compte les nouveaux critères qui sortent dans les clés les plus récentes? Enfin là je pense à l'ouvrage de Poitvin et Quéré de 2021 par exemple, ou sur les mulots typiquement il y a des choses qui sont avancées, qu'en tout cas je ne connais pas d'autres clés. Quelle pratique vis-à-vis des avancées grâce à la génétique? Encore sur les mulots par exemple, il y aura sûrement demain des éléments bien plus complet sur ça, mais je sais qu'à certaines périodes, des naturalistes identifiaient plus du tout les espèces de mulots, laissaient tout en mulot SP parce que ce qu'on sait, c'est qu'avec la génétique, c'est assez compliqué d'avoir des critères fiables sur les dents. Donc est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous mettez tout en mulot SP? Est-ce que vous sortez quand même les mulots à collier, par exemple? Alors je parle même pas de la zone où il y a l'alpestre, hein, mais voilà comment vous faites. Est-ce qu'il y aurait besoin d'une clé commune qui regroupe les spécificités régionales, ou est-ce que en fait vous restez sur ce qu'il y a comme outil régional? Voilà, c'est d'autres questions ouvertes sur l'identification. Vous vouliez intervenir? J'ai envie de dire que le fait d'avoir une clé commune, ça ne pourrait que faciliter le travail. Non. Parce que du coup, ça rajoute du papier, ça rajoute plein de choses, ça rajoute beaucoup de manipulations. Et voilà, simplement. Non. Après, ça fait du travail à faire. Donc bon, c'est chiant. Oui, et puis l'idée, c'est pas de gommer les particularités régionales non plus, ça serait Bien plutôt sûr. d'avoir quelque part, un endroit où est regroupé tout ce qu'il y a comme ressources disponibles, mais Bien voilà, sûr. c'est savoir s'il y avait un besoin là-dessus, que ce soit pour vos réseaux en région, des bénévoles ou autres, mais peut-être pas. Ça serait plutôt rajouter des compléments à ce qui est déjà connu et qu'on utilise de façon générale et qui ne pose pas de problème. Mais dans les faits, quand on est habitué à faire des pelotes, on n'utilise pas de clé de détermination. Moi, je n'en utilise pas. Oui, en fait, c'est vrai que... Au début, bien sûr, comme tout le monde, mais après... c'est un peu... À part vraiment si on tombe sur une espèce exceptionnelle ou vraiment un cas de figure très compliqué. Je pense qu'ils t'ont pas entendu là-bas. Ouais, du coup je me répète un peu, apparemment tout le monde n'a pas entendu. Ouais, moi je disais que au début, comme tout le monde, j'ai pris une clé de détermination, je me suis formé. Au bout de quelques années, on utilise
pas de clé de détermination quand on fait les pelotes. On l'a dans la tête, et puis bon, on vérifie des points précis s'il y a besoin, s'il y a une nouvelle espèce. Ou s'il y a un cas de figure vraiment très compliqué. Alors, je pense que globalement, les gens, je sais pas pour vous, mais enfin... J'ai un contre-exemple. J'ai un contre-exemple, Pascal, tu vois, nous on pensait qu'il n'y avait pas d'Aranéus en Normandie. Et puis là, les Picards viennent de la trouver à 20 bandes de chez nous. Et nous, on n'a pas les critères en région pour identifier l'Aranéus. Bon, même si on ne peut pas l'identifier formellement sur la base des restes osseux, mais on aurait pu être vigilant, tu vois, parce que visiblement le processus coronoïde a l'air bien droit. Ça peut peut-être permettre quand même tu vois, et finalement, nous, le critère, personne n'avait en région. Pour nous, il n'y avait pas d'Aranéus. Donc je pense que ça connaît. Qu'est-ce qu'il a marmonné? Non, je disais, Orient, je le connaissais, mais le critère. Non, mais en fait, tu corrobores ce que je disais, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de clé de détermination pour les espèces. C'est plus pour les novices. Et à partir du moment où il y a un nouveau problème qui se pose, une espèce qui arrive, des doutes sur ce genre de choses, ben, on complète sa documentation et puis voilà, quoi. On fonctionne comme ça. Après, quand on débute, évidemment, il faut avoir une clé de détermination qui est disponible. Non, mais au-delà de la clé, ce serait par exemple au sein du groupe de travail petits mammifères d'avoir, je sais pas, sur le site de l'SFEPM, compiler là, les derniers critères d'identification ou des trucs qu'on n'a pas tous, que ce soit disponible pour la communauté. En fait. Après, les vraies clés de détermination vraiment dichotomiques, moi je suis un peu gêné parce que je trouve que pour distinguer deux espèces, souvent on a 2, 3, 4 critères éventuellement, enfin pas toujours, mais souvent. Donc c'est un peu dommage aussi de se limiter à un seul critère, sachant qu'un débutant qui va se planter sur ce critère, c'est mort. Après, il va partir dans la clé, dans la mauvaise direction et c'est fini, quoi. Donc éventuellement, je sais pas, faire une clé dichotomique avec une annexe, avec critères supplémentaires à vérifier, et si c'est pas bon, il y a d'autres. Enfin, voilà, je parlais pas forcément de clé, hein, mais juste mettre toutes les ressources bibliographiques disponibles pour identifier les espèces. Après, chacun va puiser dans tout ce qui a été publié. Okay. On peut aussi mettre un critère comme une clé dichotomique, comme dit Stéphane. Autre détail, là, moi je pensais sur la génétique. Nous, on avait fait confirmer toutes nos cross-ops de Miller au niveau génétique sur la base de restes osseux trouvés dans les pelotes. Et même pour des restes anciens, ça marchait plutôt très très bien. Ça marchait très bien. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt justement à continuer à faire de la plotte pour stocker toutes les espèces critiques, là, difficiles à identifier, les restes et les faire analyser lorsqu'on a les moyens. Oui, moi j'ai une question, ça fait pas si longtemps que ça que je fais des pelotes. Donc j'ai eu un moment où justement j'ai essayé de récupérer plein de clés d'identification, de voir ce qui m'allait, de croiser aussi des critères, parce que toutes les clés se basent pas forcément sur les mêmes critères. Mais je trouve que ce qui manque cruellement en tout cas moi c'est mon ressenti dans le réseau, c'est une espèce de priorisation en fait des critères, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont plus fiables que d'autres. Et souvent cette info elle est difficile à trouver en dehors de formations un peu spécialisées, et hormis le fait de compiler tous les critères disponibles, moi j'apprécierais en fait qu'on prenne peut-être du temps dans le réseau pour classer les critères par fiabilité en fait, parce que il y a des critères concrètement sur les clés, je les vois mais je les retrouve pas quand j'ai les crânes en main. D'autres que moi j'ai repérés mais dont personne parle, et je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer de... Alors j'ai pas de solution à proposer aujourd'hui, mais peut-être d'essayer de voir comment on peut classer ou prioriser en fait la fiabilité des critères qu'on regarde. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, j'identifie jamais une espèce que sur un critère. Je sais pas comment vous faites, mais moi je croise toujours plusieurs critères. Je trouve que c'est complètement foireux en fait de se dire qu'on a l'habitude que les dents par exemple d'Arvalis elles sont tout le temps comme ça, même un sur la mandibule inférieure. Je trouve ça vraiment je pense qu'il y a je pense qu'on peut facilement faire des erreurs, qu'il y a toujours des cas un peu atypiques, et que ça peut apporter beaucoup d'erreurs, je pense qu'il faut rester humble par rapport à ça et croiser les critères. Oui, éventuellement, sur Arvalis, c'est clair que sur la dent, c'est mort, quoi. Si on a que la dent, entre Arvalis et Agrestis, il y a effectivement quelques dents qui sont très typiques, mais il y a un degré de chevauchement qui est incroyable. Et là, on parle d'Agrestis, mais en France, on a la chance d'avoir le contact avec la Vernédie.
et on ne sait toujours pas où c'est, comment les séparer et quoi en faire. Hein. Donc c'est très très compliqué. Non, sur les dents, c'est vraiment, c'est pas impossible, mais c'est très très difficile. Merci. Juste une petite remarque, un petit détail pratique. Quand on élabore un document avec des dessins, ça serait bien d'harmoniser la nomenclature des rangées dentaires, supérieures, inférieures, droite, gauche, et pas se tromper dans les dessins. Parce que ça, il y en a dans pas mal de bouquins, et après on se prend la tête, enfin, c'est pas insurmontable, hein, mais on se prend la tête à se dire, ah ben tiens, ils se sont trompés, là, ça c'est la gauche, ça c'est la droite, ça c'est la sup, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, même dans des bouquins sérieux, c'est des erreurs qui peuvent arriver à tout le monde, à moi en premier, mais tu as des exemples à citer? Je crois qu'il y a des... Je ne sais même pas si dans le bouquin suisse, il y en a pas, on peut dire. Sans paraître mémoire. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Oui, bah, des fois, c'est pas non plus précisé exactement la rangée dentaire, si c'est gauche ou droite, par exemple. C'est déjà du boulot quand on commence, des fois de manipuler tout ça, et s'il faut encore se prendre la tête pour faire Je vous pose les questions sur toutes les autres questions qu'on avait en tête, sur le décortiquage et puis le décompte des proies. Alors, dans le guide, on avait plutôt préconisé de ne pas utiliser le micro-ondes, hein, puisque ça dégrade l'ADN. Donc, des fois, quand c'est pour des animations, il y a des professeurs qui l'exigent, mais plutôt en tout cas d'utiliser la congélation s'il y a quelque chose à faire. Je sais pas, j'ai jamais testé moi le micro, donc apparemment ça marche. Donc en plus, quand vous décortiquez, est-ce que vous associez systématiquement les mandibules et les calvariums orphelins entre eux ou pas? Parce que ça, pour avoir vu comment pratiquent différents naturalistes, ben, je vois qu'on ne fait pas tous pareil. Est-ce que vous identifiez à la pelote ou au lot? Donc ça recoupe un petit peu les discussions juste avant. Et comment vous dénombrez du coup? Est-ce que vous dénombrez le nombre de proies directement pelote par pelote? Ou est-ce que vous dénombrez avec le nombre maximum pour une même espèce sur un même lot entre le calvarium, les deux demi-calvariums gauche et droite ou les deux mandibules gauche et droite? Et après, comment vous prenez en compte les spécimens identifiés au genre? Je vous liste les autres questions, et c'était les dernières. Ah non, c'était pas les dernières. Bon, mais je vous dis tout ce qu'on se posait comme question. Sur le stockage, comme ça après on peut revenir sur toutes ces notions-là. Qu'est-ce que vous stockez? Rien, tout. Que certains spécimens atypiques, que certaines espèces, autrement. Comment vous stockez? Par lot, par espèce, par pelote, toute espèce confondue. Dans quel contenant? Est-ce que vous centralisez le stockage en région? Peut-être les associations, certaines centralisent les crânes. Quel référencement? Donc là, je pense que Manu peut peut-être, je ne sais pas où elle est, dire ce qui pourrait peut-être se faire du côté de Midi-Pyrénées. Quel référencement? Et puis après, tout ce qui est lié à la saisie des données, donc on en a un petit peu parlé avec l'ONM, la présentation de l'intégration du fichier pelote dans la base de données. Est-ce que ça serait utile d'avoir un module de saisie commun avec tous les champs en fait qui soient à remplir, plutôt que... En général, les bases de données ne sont pas forcément adaptées à la saisie des pelotes, et donc il y a plein d'informations qu'on perd en ligne, qu'on a sur nos papiers de terrain, mais qu'on n'a pas dans les bases de données. Voilà, il y a tout ça à discuter, et peut-être que je me dis ça pourra faire l'objet d'un groupe de travail au sein de la coordination nationale pour continuer les discussions là-dessus. Tu veux qu'on réponde à toutes les questions ou on parle plus? Ouais, s'il y en a qui ont la réponse à toutes les questions, on prend. Vas-y, remets en arrière les questions. Alors, donc nous, on a une clé de détermination régionale, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi tout simplement par souci d'efficacité. Tu peux avoir une approche, quand tu connais tes populations, pour aller plus vite dans tes analyses, voilà, tu commences par regarder ce critère-là, parce que c'est une espèce très commune, etc. Congélation, on congèle tous les lots de pelotes parce qu'il y a des mythes, et après on se fait engueuler. On ne compte que les calvariums. Ouais. C'est-à-dire parce que vous faites par pelote ou par lot? On fait par pelote. Okay.
Après, en fait, ça. ouais, par pelote, identification à la pelote, et après on fait les additions. Vas-y, après, quelle prise en compte de spécimen? Stockage. On stocke, donc on conserve aujourd'hui, on a toutes les espèces rares, on les conserve, on les référence, et elles sont, on les centralise les stocks. Et donc c'est pas par pelote, c'est par espèce, dans des boîtes en plastique à 6 dans le Finistère. Quel référencement? Ils ont, chaque petite boîte a son petit code et un tableur Excel qui est associé à ça. Individu par individu. Individu par individu. Et la question qu'on se pose, c'est pour les espèces plus communes, c'est combien, on n'a pas encore travaillé, on devait travailler avec des gens forts en stats. Peut-être Christophe Rideau, je sais pas. L'idée c'était on ne sait pas trop pour les espèces communes comment l'idée c'est de conserver pour faire demain de la génétique, des mesures, etc. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire en fait de cette collection. Et pour les espèces communes, on ne sait pas comment qu'est-ce qu'on doit collecter. Est-ce qu'on doit collecter par exemple 50 sur un lot ou 3 dans plein de lots voilà. Donc on va avoir cette discussion là avec des gens de Rennes, des universitaires de Rennes, voilà. Ensuite, saisie de base de données. Donc nous, on a une base de données, le GMB, c'est une base GeoNature, et on a un module qu'on a créé spécifique pour la saisie de données de pelote de réjection, ce qui permet de faire des suivis par site. Et donc évidemment, c'est un module GeoNature, donc normalement, il est disponible par tous ceux on l'a mis en ligne pour que les gens puissent se l'approprier. Et donc moi je ne mets pas l'altitude dans mes fiches de saisie, parce que après tu peux retrouver ces informations ailleurs. Et par contre, moi je marque la date des analyses. C'est plutôt pour nous, des fois, on peut être amené à rechercher une information historique. Et on se dit qui c'est qui a analysé quand, enfin voilà, voilà, ça nous a aidé des fois à retrouver des informations qui avaient été paumées, quoi. Et donc, voilà, c'est tout. Bonjour tout le monde, pour les spectateurs il fait sec dans cette salle. Pour les spectateurs du colloque mammifère, vous dites putain encore lui, oui encore lui, mais bon c'est pas tant à faire de moi. On va juste parler je voulais pour conclure, désolé je vole la dernière prise de parole, mais pour parler un peu de sciences sociales au milieu de toute la science écologique. Donc je me présente pas, c'est pas hyper important, mais donc je fais des petites statistiques sur les colloques scientifiques auxquels je participe beaucoup, notamment celui-là. Et donc dans cette salle, alors j'ai pas compté, mais a priori à vue d'œil on est à peu près paritaire, on peut s'en réjouir, c'est plutôt une bonne chose, ça n'a pas toujours été comme ça dans les sciences de la conservation. Comme dans tous les congrès, on observe un phénomène de répartition de la parole qui est assez inégalitaire, c'est un truc qui est systémique, hein. C'est pas du tout lié à notre colloque, aux mammalogistes, c'est un truc qui est assez courant. Voilà, hein, donc je peux vous parler de mes statistiques, mais c'est pas hyper important. Rien que pour celui-là, pour information, j'ai compté toutes les personnes qui ont pris la parole sur scène, donc on est à 14 hommes, 11 femmes, c'est plutôt un bon stat, on s'approche de la parité sur scène, c'est assez rare, donc c'est cool de le souligner. Par contre, pour les questions, on est à 47 interventions d'hommes pour 15 de femmes, donc voilà, on a 1 pour 3 à peu près comme rapport. Le but de cette intervention, c'est pas du tout une injonction à fermer sa gueule, toutes les interventions étaient très pertinentes, enfin on applaudira tout à l'heure tout le monde pour l'organisation, la participation, tout est pertinent, c'est pas tant une question de ça. C'est plus une question de, dans cette salle, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions et qui se disent oh là là, il y a beaucoup de spécialistes, je sais pas si ma question est pertinente, je sais pas la poser là. Et puis en fait, au final, ça intéresse peut-être beaucoup de gens, même des questions plus simples. Mais en fait, voilà, on a plein d'autres manières de se parler, d'échanger sur plein de choses. C'est pas une incitation forcément à limiter ces interventions, mais d'un point de vue en tout cas d'homme là-dessus, c'est pas tant laisser de la place que voilà, essayer d'écouter aussi les autres. Voilà, c'est une généralisation qu'on pourrait faire à tout notre monde professionnel. On a tous à y gagner, et en particulier, bon, le 8 mars, c'est la rencontre micro-mammifère de la SFEP-MCG, mais c'est aussi la journée de lutte internationale pour le droit des femmes et des minorités de genre.
c'est important de le souligner, on a tous à y gagner là-dessus. Donc voilà, c'est juste un petit rappel. Et je précise que à toutes les personnes qui seraient tentées d'aller m'en parler et tout, c'est hyper intéressant. Moi j'ai envie de parler de micro-mammifères, je le fais juste par souci d'honnêteté, parce que je prends ces statistiques, ça peut intéresser beaucoup de monde, mais ça sert à rien de venir me voir pour dire je suis d'accord, pas d'accord. Enfin, je m'en fous un peu. Et c'est pas tant moi la question. C'est pas tant moi la question. Je sais que ça a été fait la dernière fois, c'est pour ça que je précise. Voilà. Merci pour cette journée. Merci. Antoine, je ne nie pas l'importance de ce que tu viens de dire, mais tu as clos de façon intempestive l'atelier. Donc, c'est pas très sympa quand même. Il y avait des questions qui étaient restées ouvertes. Donc, c'est une intervention est justifiée, mais tu aurais pu demander à quel moment il fallait la faire. C'était plutôt... Bon, donc on va considérer... Oui, c'est pour la bonne cause, mais c'est vrai que c'est arrivé sans que les organisateurs de l'atelier soient prévenus, et ça paraît un peu surprenant. Donc on va considérer que l'atelier, les questions sont posées, elles peuvent macérer dans les crânes, vous pouvez apporter des réponses lors des échanges, notamment maintenant dans la période de pause conviviale qui est ouverte, ainsi que le bar. Merci pour votre participation. Je me dis que, vu que même 5 minutes de plus ou de moins, ça va changer sur le fait qu'il reste plein de questions en suspens, je me dis que si vous voulez, on peut faire un petit groupe de travail pour travailler, notamment aider Fanny sur tout ce qui est validation des données pelote. Elle en a parlé, il va falloir générer les référentiels et puis discuter de tout ça. Donc en fait, ça peut être l'occasion de se manifester. Vous le savez peut-être tous, mais il y a une liste de discussions petits mammifères à laquelle vous pouvez vous inscrire. En tout cas, vous pouvez vous manifester auprès de nous pour participer aux échanges.